Bonjour à tous, dans ce chapitre, on va étudier le chapitre de regard croisé, comment s'articule le marché du travail et la gestion de l'emploi. C'est un chapitre donc de regard croisé qui croise à la fois des aspects économiques et des aspects sociologiques. Le titre est un peu compliqué, mais en fait l'enjeu principal du chapitre est relativement simple, puisqu'il s'agit de comprendre comment se fixent les salaires en France et en général. Alors, le titre comprend deux parties. D'une part, marché du travail et d'autre part, gestion de l'emploi, ce qui fait référence en fait à l'intervention de l'État et aux négociations entre partenaires sociaux. Et donc, on va voir d'une part que le travail s'organise sur un marché dans la théorie néoclassique, et ça va être une première partie. On va voir ensuite que, comment dire, pour que ce travail fonctionne correctement, il faut que certaines hypothèses, les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, soient respectées. Elles ne le sont pas toujours, ce qui va influencer notre marché. Et puis enfin que plus largement, les négociations salariales vont avoir une intervention, un impact sur la manière dont se fixent les salaires. D'abord, je voudrais commencer par faire deux principaux rappels de première. Premier rappel de première important, c'est sur le fonctionnement d'un marché. On va voir que le travail est un marché, et pour bien comprendre, il faut se souvenir de quelques points qu'on a vus en première et dans le chapitre sur les crises. On avait étudié le marché global des biens et des services. Alors on se souvient que traditionnellement, on a vu que le marché était le lieu de la rencontre entre l'offre et la demande, ce qui aboutit à la fixation d'un prix. La demande, c'est la quantité de biens ou de services, attention, parce que jusque-là, on parlait de biens et de services, on va parler maintenant de travail, que les ménages et les entreprises sont prêts à acheter pour chaque niveau de prix. Et on se souvient que la demande est décroissante, tandis que l'offre, c'est la quantité de biens et services que les entreprises sont prêtes à produire à chaque niveau de prix, et les quantités offertes sont une fonction croissante du prix de vente. On se souvient que cette rencontre entre l'offre et la demande aboutit à un équilibre, c'est-à-dire que, par exemple, sur ce marché du t-shirt que je vous ai représenté, eh ben, la rencontre entre l'offre et la demande va aboutir à un prix de marché, un prix d'équilibre de 8 euros, et les quantités échangées sur ce marché vont être de 200 t-shirts. Et donc le marché permet justement la fixation de ce prix. Une propriété importante du marché, ça va être que la variation des prix va permettre l'ajustement entre l'offre et de la demande. Alors, je vous ai pris rapidement un exemple qui nous permet de voir ça. C'est, supposons qu'on ait une innovation de procédé, par exemple, de nouvelles machines plus efficaces pour produire des t-shirts. Quel va être l'impact sur le marché du t-shirt? Eh ben, on constate que ça provoque un déplacement de la courbe d'offre de l'offre 1 vers l'offre 2, et donc par conséquent, notre prix va passer de 8 euros à 5 euros, ce qui va permettre à nouveau d'ajuster l'offre et la demande, et donc par conséquent, les quantités échangées vont être aussi plus importantes. Et donc, c'est les variations du prix d'équilibre qui vont permettre d'ajuster l'offre et la demande sur un marché. Pour que ce marché fonctionne correctement, il faut que certaines hypothèses soient respectées. C'est ce qu'on appelle les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, et on en dénombre 5. Première hypothèse, c'est l'atomicité du marché. Il faut qu'il y ait un grand nombre d'offreurs et de demandes, qu'il n'y ait pas de pouvoir de marché. Une autre hypothèse qui va être importante, parce qu'on va la remettre en cause dans ce chapitre, c'est celle de l'homogénéité des produits. Ce qui veut dire que les produits échangés sur le marché sont de qualité similaire, et ça revient au même d'acheter un produit A ou un produit B. Troisième hypothèse, c'est la libre entrée-sortie sur le marché, ce qui veut dire qu'on peut entrer ou quitter le marché simplement, sans coût. Quatrième hypothèse, la mobilité parfaite des facteurs de production. Et cinquième hypothèse que je vous ai mise en gras aussi parce qu'elle est importante, c'est la transparence du marché. Ce qui veut dire que et les offreurs et les demandeurs ont toute l'information, une information complète, transparente, gratuite sur les produits échangés. Euh, un deuxième rappel de première, c'est sur une limite, une remise en cause de l'une des hypothèses, qui est l'asymétrie d'information. En effet, on a vu que sur certains marchés, il y avait ce qu'on appelait une asymétrie d'information, ce qui signifie que soit l'offreur, soit le demandeur possèdent plus d'informations que l'autre sur la nature de ce qui est échangé. Et c'est ce qu'on appelle une défaillance du marché. Alors, l'exemple typique d'asymétrie d'information, c'est l'asymétrie d'information qui est présente sur le marché des voitures d'occasion.
En effet, sur le marché des voitures d'occasion, l'offreur connaît la qualité, tandis que le demandeur, il n'a aucune idée de la qualité de la voiture qu'il va acheter. La meilleure manière qu'il a de se protéger contre le fait d'acheter une voiture de mauvaise qualité, c'est de proposer un prix moyen, ce qui correspond à une qualité moyenne. Euh, les, hum, euh, donc le demandeur, comme ça, il permet de réduire son asymétrie d'information. Mais la difficulté, c'est que si vous offrez à ce moment-là une bonne voiture, eh ben, vous allez être obligé de la vendre à un prix moyen, alors que votre voiture, elle vaut un prix élevé. Et donc, généralement, vous allez souhaiter vous retirer du marché, puis la vendre à quelqu'un que vous connaissez personnellement. Ça veut dire que la qualité moyenne sur le marché va se dégrader progressivement à terme, on arrive à un blocage du marché. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'en présence d'asymétrie d'information, à terme, le marché ne fonctionne pas. Alors, on sait, bon, le marché des voitures d'occasion fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Parce qu'il y a des procédures qui ont été mises en place, comme des assurances, comme des effets de marque, ou des personnes qui centralisent l'information pour protéger les acheteurs de problèmes d'asymétrie d'information. Voilà pour les rappels sur le marché. Un deuxième type de rappel de première que je vais vous faire, c'est le salaire. Euh, En effet, on va étudier dans ce chapitre comment est-ce qu'il se fixe. Alors le salaire. Je vous rappelle déjà que la population active peut se séparer en deux grandes catégories. D'un côté, on a les indépendants, c'est-à-dire des personnes qui travaillent pour leur propre compte ou qui dirigent leur propre entreprise. C'est dans la classification des PCS, soit les artisans, commerçants, chefs d'entreprise ou les agriculteurs exploitants, et ça représente environ entre 8 et 10% de la population active française. D'un autre côté, on a les salariés. Salariés, vous trouvez la base du terme salaire. Ça regroupe les CPIS, cadres professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires, les ouvriers ou les employés. Et donc ça, c'est 90% de la population active, et leur point commun, c'est qu'ils travaillent pour le compte de quelqu'un. Même si vous êtes cadre, même cadre dirigeant, ça veut dire que vous êtes salarié et que vous travaillez pour le compte des actionnaires d'une entreprise. Par conséquent, les salariés ont en commun qu'ils vont signer un contrat de travail, c'est-à-dire un document par lequel l'employé s'engage à effectuer le travail pour l'employeur, et la contrepartie de ce contrat de travail, c'est une rémunération qui est le salaire. Donc vous voyez que le salaire, c'est la rémunération des salariés qui est indiquée dans leur contrat de travail. Euh, Ensuite, sur le salaire, il y a une distinction importante pour pouvoir s'y repérer un petit peu. C'est la distinction entre salaire super brut et salaire net. À la base, ce que vous avez sur votre compte à la fin du mois, c'est votre salaire net, c'est-à-dire votre salaire de base et puis des avantages comme des primes si vous avez des primes prévues dans votre contrat. Mais sur votre fiche de paye sont indiqués deux autres types de salaires. D'une part, le salaire brut, c'est-à-dire le salaire net avec vos cotisations, les cotisations sociales payées par l'employé. Et donc, ce salaire brut, les cotisations sociales employées sont directement prélevées sur votre salaire. Le salaire brut est indiqué, mais vous, ce que vous allez percevoir, c'est un salaire net. Et puis, il y a ce qu'on appelle le salaire super brut, ce qu'on appelle aussi le coût du travail, puisque ça inclut donc votre salaire brut plus des cotisations employeurs. C'est-à-dire que dans le but de vous verser un salaire net, le patron va devoir verser un salaire super brut, et la différence entre les deux, ce sont ces cotisations sociales qui vont servir à financer la protection sociale. Donc, bien retenir cette différence entre salaire brut et salaire net. Voilà pour ces rappels de première. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par l'analyse néoclassique du marché du travail. Alors vous repérez que marché du travail contient le terme marché, et on suppose que sur ce marché, qu'est-ce qu'on va y échanger? Du travail. Donc, pour comprendre comment est-ce que fonctionne ce marché, il faut repartir des économistes qui ont théorisé ce marché du travail. Euh, Vous avez peut-être rencontré déjà au cours de vos études donc les économistes classiques, c'est-à-dire Adam Smith, David Ricardo, Robert Thomas Malthus, sont des économistes du début de la révolution industrielle et qui ont cherché à comprendre quelles étaient les causes pour reprendre le titre de Smith, de la richesse des nations. Dans l'ensemble, ce sont des économistes plutôt libéraux qui pensent que la concurrence est un moyen efficace d'organiser l'économie.
Leurs continuateurs, on les a appelés les néoclassiques, ce qui indique bien cette tradition classique, mais en même temps une évolution. Donc il y a un certain nombre de points communs, mais en même temps il y a quelques différences. Donc première différence, et ça c'est très important, je voudrais que vous les reteniez bien pour bien comprendre ce chapitre. Premier point, c'est qu'ils vont expliquer les comportements collectifs au niveau d'un pays, par exemple, en partant des comportements individuels. D'autre part, ils vont considérer que les individus sont rationnels, les entreprises sont rationnelles et font des calculs. Et puis que ces calculs, on peut les formaliser de manière mathématique. Donc ce sont trois raisons importantes donc, de l'analyse néoclassique et qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement du marché du travail. Alors, le marché du travail est un marché à la base comme un autre, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses de la concurrence pure et parfaite qui s'appliquent sur le marché du travail. Mais on va voir qu'elles ont un sens un petit peu particulier et qui peut nous paraître un peu éloigné de la réalité du marché du travail. Première hypothèse, c'est celle de la libre entrée-sortie sur le marché du travail, ce qui revient à dire que les entreprises peuvent librement embaucher et licencier. Si vous en avez marre de travailler ou vous trouvez mieux ailleurs, vous pouvez immédiatement quitter votre travail. D'autre part, les facteurs de production, donc le travail est parfaitement mobile, peut aller directement d'un secteur à un autre, d'une profession à une autre, et on suppose que même si vous étiez footballeur, vous pouvez devenir physicien et que vous n'aurez aucun problème. Vous voyez là encore une fois que c'est un petit peu osé comme hypothèse. Troisième hypothèse, peut-être la plus réaliste, c'est l'atomicité du marché. Il y a de nombreux individus sur le marché du travail, de nombreuses entreprises sur le marché du travail, et chacun va accepter le salaire du marché. Je vous ai séparé ces deux-là parce qu'on va les remettre en cause plus tard. Donc la première hypothèse qu'on va remettre en cause, ça va être celle de l'homogénéité des produits. C'est-à-dire que concrètement, sur le marché du travail, chaque individu va offrir un travail similaire en termes d'expérience, de compétences ou de diplôme, et que les entreprises proposent un cadre de travail similaire ou de même pénibilité. Ce n'est pas tout à fait le cas, on va voir que ça a des grosses conséquences sur le fonctionnement du marché. Bon, deuxième hypothèse, c'est la transparence de l'information. Alors, la transparence de l'information, si on considère que les individus sont rationnels, ça veut dire déjà qu'ils peuvent tenir compte de l'inflation pour évaluer leur pouvoir d'achat. On va revenir là-dessus. Ils connaissent exactement toutes les informations importantes sur l'entreprise et inversement, et c'est là où ça va être un peu problématique, c'est que les entreprises sont censées directement connaître votre productivité, votre motivation et vos compétences avant même de vous embaucher. C'est-à-dire qu'ils font un excellent entretien d'embauche et qu'on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Alors, le marché du travail néoclassique suppose qu'il y a une rencontre entre une offre de travail et une demande de travail. Et là, c'est un point hyper important parce qu'il ne faut pas se planter là-dessus. L'offre de travail, elle provient des individus. C'est-à-dire que lorsque vous êtes demandeur d'emploi, en fait, vous offrez votre travail. Et ça, j'insiste. Donc, les individus, c'est l'offre. Attention, et les entreprises, ça va être la demande de travail. Donc, les individus offrent leur travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on se souvient que les individus sont rationnels, on part de l'individu pour comprendre les raisonnements collectifs. À la base, on a un temps limité, et donc le choix que les individus vont faire, ça va être entre travailler d'un côté ou ne pas travailler, ce qu'on peut appeler soit des loisirs, soit de l'inactivité. C'est hyper, hyper important ce truc-là. Donc, pour l'offre, à la base, ce qui va déterminer l'offre, c'est qu'on choisit entre travailler ou pas travailler. Et pour faire ce choix, on va effectuer un calcul, parce qu'on est rationnel. Donc, on calcule pour choisir ce qui va nous apporter le plus de satisfaction ou le plus d'utilité. Comment est-ce qu'on va évaluer cette utilité du travail par rapport au loisir? Eh ben, ça va être le salaire réel qu'on va toucher à travers notre travail. Qu'est-ce que c'est que le salaire réel? Eh ben, c'est notre salaire sur notre fiche de paye, mais qui va être divisé par le niveau des prix, ce qui va déterminer le pouvoir d'achat. Alors, vous comprenez peut-être pas ce truc W sur P. W sur P, ça signifie en fait W pour wages, qui signifie salaire, et P pour prices, qui veut dire prix. Donc W sur P, ça signifie qu'on divise le niveau de salaire par le niveau des prix pour obtenir un salaire réel qui tient compte de l'inflation. Et donc au final, pour offrir notre travail, on va se poser la question suivante. Est-ce que je préfère occuper mon temps en loisir ou bien est-ce que je préfère travailler et obtenir en contrepartie un salaire réel?
Et donc, par conséquent, vous comprenez que plus on va vous offrir un salaire réel élevé, et plus vous allez avoir intérêt à renoncer à vos loisirs pour offrir votre travail. Et donc, la conséquence hyper importante, c'est que notre offre de travail, c'est une fonction croissante du salaire réel. Si on représente graphiquement l'offre de travail des individus, eh ben on obtient quelque chose comme ça. Ça veut dire que, par exemple, on prend le cas de la France et on imagine que le salaire réel sur le marché du travail est de 500 euros. À ce moment-là, il y aura 5 millions de personnes qui accepteront de travailler pour 500 euros par mois. On se dira, c'est pas terrible, voilà, et je préfère globalement avoir des loisirs. En revanche, supposons que le salaire réel passe à 5 000 euros. Et ben dans ce cas-là, ça va devenir beaucoup plus intéressant de travailler plutôt que d'avoir du loisir. Et donc dans ce cas-là, la quantité de travail offerte va passer de 5 millions à 40 millions. Et donc vous voyez que une évolution du salaire réel va provoquer une évolution des quantités offertes, et donc que l'offre de travail est une fonction croissante du salaire réel. Maintenant, passons à la demande de travail. Alors, je vous disais, la demande de travail, elle provient des entreprises. Et les entreprises également vont effectuer un calcul pour savoir est-ce que j'ai intérêt à demander du travail, c'est-à-dire à embaucher quelqu'un en plus. Et donc pour savoir si je vais embaucher quelqu'un en plus, je vais comparer cette personne en plus, combien elle me coûte et combien elle me rapporte. C'est ce qu'on appelle la recette marginale et le coût marginal, ce que procure l'embauche d'un travailleur supplémentaire. Alors, la recette, le coût marginal, ça va être le salaire nominal qu'on va verser au travailleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce salaire nominal? Salaire nominal, ça s'oppose au salaire réel. Le salaire réel, c'est le salaire qui tient compte du niveau des prix. En revanche, le salaire nominal, c'est le salaire que vous avez écrit sur votre fiche de paye. C'est l'équivalent de votre salaire net. Et donc, le salaire réel, ça va être votre salaire nominal écrit sur votre fiche de paye, divisé par le niveau des prix. Voilà. Donc, une entreprise, elle va verser à la base un salaire nominal. Et en contrepartie, le travailleur, eh ben, il va produire une certaine valeur ajoutée en plus, qui va correspondre à la productivité marginale du travail, c'est-à-dire quelle production supplémentaire le travailleur y fait en plus, et multiplié par le prix de vente. Et donc, au final, on peut faire une simplification par les prix. Regardez, hop, on peut barrer les prix et on obtient une comparaison entre d'un côté le salaire réel et d'autre part la productivité marginale du travail. C'est un tout petit peu compliqué, alors je vais un peu détailler la situation. On a, à partir de là, pour l'entreprise, trois situations. Première situation, si jamais un travailleur en plus, sa productivité marginale est supérieure au salaire qu'on va lui verser. Et bien dans ce cas-là, il va vous rapporter plus que ce qui va vous coûter, et donc l'entreprise a intérêt à l'embaucher. Deuxième situation, si la productivité marginale du travailleur est inférieure au salaire que vous allez lui verser. Dans ce cas-là, il rapporte moins que ce qui vous coûte, et donc dans ce cas-là, vous n'avez surtout pas intérêt à l'embaucher, et vous n'allez pas l'embaucher. Et au final, la situation idéale, optimale, là où le profit de l'entreprise sera maximum, c'est si jamais la productivité marginale de votre dernier travailleur, elle est égale à son salaire réel. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas obtenir une meilleure situation, puisque si vous l'embauchez, vous embauchez un travailleur en plus, et ben à ce moment-là, vous allez perdre de l'argent. Donc, au final, vous voyez qu'il existe, retenez, qu'il existe une relation entre la productivité marginale du travail et le salaire réel. Plus cette productivité marginale va être forte et plus le salaire réel va être élevé. Regardez. Je vous montre ce graphique-là qui vous montre une évolution des salaires super bruts dans le privé et de la productivité. Et vous remarquez que plus la productivité augmente et plus les salaires bruts ont tendance à augmenter. On remarque que juste une tendance un peu particulière, c'est à partir de la crise à partir des années 2005, où on a une décorrélation entre les deux, puisqu'on voit que la productivité a tendance à stagner, tandis que les salaires augmentent. On va voir que ce truc-là de l'apparence anodine est en fait important. Revenons sur notre demande de travail. Euh, donc on va voir que la demande de travail est une fonction décroissante du salaire réel. Autrement dit, plus le salaire réel est élevé et moins les entreprises vont demander de travail. Pourquoi? Parce que d'une part, les entreprises, elles choisissent entre d'un côté du travail et de l'autre du capital. Et ça veut dire que plus vous allez verser un salaire réel élevé au travail, et plus les entreprises, elles vont se dire le capital est moins cher que le travail, et donc je vais investir dans des machines plutôt que des individus.
Deuxième raison, c'est que plus votre salaire réel est élevé et plus vous allez devoir être productif pour justifier votre salaire. Si on vous paye 500 euros, vous pouvez être un peu tir au flanc, bah, vous allez être plus productif que votre salaire. En revanche, à 5000 euros, c'est voilà, c'est des salaires d'avocat, par exemple, des salaires horaires. Parfois, on a des salaires de, je sais pas, 800 euros de l'heure, par exemple. Si, pour justifier un travail de 800 euros de l'heure, vous devez être sacrément, sacrément productif et proposer une valeur ajoutée hyper élevée. Donc, plus votre salaire réel est élevé, et plus vous devez être productif pour le justifier. Enfin, dernière raison, c'est la loi des rendements décroissants. Plus vous embauchez de travailleurs, plus leur productivité marginale décroît, et au bout d'un certain temps, ça devient inférieur au salaire réel. C'est un petit peu compliqué, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Regardez, au final, ce que vous devez retenir, c'est que notre demande de travail par les entreprises, elle est une fonction décroissante du niveau du salaire réel. Ça veut dire qu'à 500 euros, par exemple, vous allez voir que les entreprises vont vouloir beaucoup embaucher. D'accord. Si le salaire réel est de 500 euros, 40 millions, les entreprises elles vont vouloir embaucher 40 millions de personnes. En revanche, si le salaire réel il est de 5 000 euros, et ben, dans ce cas-là, la demande de travail elle va être peu élevée. On va préférer prendre des machines, il va falloir des travailleurs extrêmement productifs pour pouvoir justifier ces salaires. Et puis, avec la loi des rendements décroissants, c'est peu probable que ces travailleurs soient aussi productifs que prévu. Et donc, au final, notre marché du travail, c'était là où on voulait en venir. Notre marché du travail, eh ben, c'est la rencontre entre cette offre de travail des individus et la demande de travail des entreprises. Ce marché du travail, eh ben, il va aboutir à comment dire, deux coordonnées. Un point d'équilibre déjà. Ce point d'équilibre elle a lieu à la rencontre de l'offre et de la demande de travail. Et surtout, ça va déterminer le taux de salaire réel d'équilibre que je vous note, WP étoile. Et ça va être le salaire qui va résulter du marché du travail, de la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Voilà, ça c'est quelque chose de très très important. Euh, J'espère que c'est clair, je vous saute ce truc-là. Maintenant, ce marché du travail, il va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses par rapport à la variation des salaires. Pourquoi est-ce que les salaires varient? Ben parce qu'il va y avoir des chocs de demande positifs ou négatifs, des chocs d'offres positifs ou négatifs. Alors, je vous explique un peu ça rapidement. Prenons un choc de demande positive. Vous voyez, on était dans la situation verte et on passe à la situation rouge. Qu'est-ce qui peut provoquer ce choc de demande positive? Eh ben, ça peut être soit du progrès technique qui fait que le travail est plus productif, soit vous avez un capital humain de meilleure qualité, l'éducation s'est améliorée, soit il y a des subventions à l'embauche, soit la demande globale sur le marché des biens et services augmente. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que les entreprises ont besoin de plus de travail. Et donc vous voyez que on passe de la courbe verte à la courbe rouge, et à ce moment-là, vous voyez que le salaire réel d'équilibre augmente, et ce qui permet à nouveau d'ajuster la demande et l'offre de travail. Inversement, un choc de demande négatif, c'est-à-dire une taxe sur le travail, une baisse du coût du capital ou de la baisse de la demande de biens et services, ça va provoquer une baisse des salaires et une baisse des quantités de travail échangées. Et donc, vous voyez que la demande des entreprises en facteur travail qui augmente ou diminue, ça entraîne des variations des salaires. Inversement, on a également l'offre de travail des individus qui peut connaître des chocs positifs ou négatifs. Par exemple, on a le baby boom, l'entrée des femmes sur le marché du travail, ça va provoquer une augmentation de la population active, donc une augmentation de l'offre de travail, c'est un choc d'offre de travail positif. Ou bien quelque chose qui va provoquer un nouveau choix entre travail et loisir chez les individus. Par exemple, on enlève les allocations chômage. Dans ce cas-là, il va y avoir plus de personnes qui vont vouloir travailler. Et bien, qu'est-ce que ça va provoquer, cette augmentation de l'offre de travail? Ça va provoquer une baisse des salaires et une augmentation des quantités de travail échangées. Donc, par exemple, si on a une population qui est active qui augmente, et ben, comme il y aura plus de personnes qui offrent leur travail, les salaires vont baisser. Inversement, une baisse de la population active, parce que les études sont plus longues, on part plutôt à la retraite, on a, je sais pas, un vieillissement de la population, font que l'offre de travail va diminuer, et ce qui va entraîner une augmentation des salaires. Aussi, quelque chose qui va faire que les individus vont préférer être inactifs que travailler, va provoquer une diminution du travail et une augmentation des salaires. Donc au final,
Comment est-ce que ça fonctionne, ce marché du travail? Eh ben, c'est que si on a les hypothèses de la concurrence pure et parfaite qui sont respectées, eh ben, le marché du travail va déterminer un salaire réel d'équilibre par la rencontre entre l'offre et la demande de travail. Les variations de ce salaire réel d'équilibre vont permettre à l'offre et à la demande de travail de s'ajuster si jamais il y a un choc qui affecte l'offre ou la demande de travail. Par conséquent, comme on a toujours l'offre de travail qui est égale à la demande de travail grâce aux variations du salaire, eh ben, normalement, dans ce modèle-là, il peut y avoir soit un chômage très très faible, soit pas du tout de chômage. Le chômage ne peut donc être que transitoire, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui changent de travail et donc il va y avoir un chômage frictionnel, c'est-à-dire que le temps que l'offre et la demande de travail s'ajustent, ou bien ce qu'on appelle un chômage volontaire, c'est-à-dire que des individus qui choisissent de ne pas travailler au profit du loisir, ben, on ne peut pas réellement les considérer comme des chômeurs pour les néoclassiques, mais plutôt comme des inactifs. Et donc ces personnes-là, elles font partie de ce qu'on appelle de chômage volontaire. On verra que c'est quelque chose dans le prochain chapitre qui est important. Cependant, les néoclassiques envisagent également qu'il puisse y avoir un chômage de plus long terme. Mais sur la cause de ce chômage structurel, ils vont définir que ça va être les rigidités du marché du travail et notamment le fait que l'État intervienne pour, par exemple, fixer un salaire minimum. Regardez ce graphique-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh ben, il signifie que euh, l'État intervient pour déterminer un SMIC, un salaire minimum, en dessous duquel les entreprises n'ont pas le droit de payer leurs salariés. Alors, normalement, pour que l'équilibre se fasse, eh ben, les entreprises devaient proposer un salaire à 500 euros par mois, alors qu'on imagine que le SMIC est à 1000 euros par mois. Qu'est-ce que ça va provoquer? Eh ben, ça va faire que à 500, avec le SMIC à 1000 euros par mois, l'offre de travail est supérieure à ce qu'elle serait à 500 euros par mois. Mais la demande de travail des entreprises est inférieure, ce qui est assez logique, et donc il existe un écart entre l'offre et la demande de travail qui ne va pas pouvoir être comblé parce que le salaire ne va pas pouvoir descendre en dessous du niveau du SMIC. Par conséquent, cet écart qui est créé artificiellement par une intervention de l'État, ça va provoquer ce qu'on appelle un chômage structurel. Et donc vous voyez que bah, normalement, le marché du travail pour les néoclassiques, c'est un marché qui fonctionne selon les règles de la concurrence, qui part des règles des décisions des individus, qui effectuent des calculs et des entreprises également. Et normalement, le libre jeu de la concurrence sur le marché du travail, ça permet d'avoir une sorte de plein emploi grâce aux variations des prix. J'espère que c'est clair. Donc retenez simplement que c'est le taux de salaire réel d'équilibre qui est fixé par la rencontre entre l'offre et la demande de travail. Euh, Maintenant, il faut qu'on remette en cause ces hypothèses, une ou deux hypothèses de la concurrence pure et parfaite pour comprendre réellement le fonctionnement du marché du travail. Alors, première hypothèse à remettre en cause, c'est celle de la transparence de l'information. En effet, on se souvient que l'hypothèse de la transparence de l'information sur le marché du travail, ça voulait dire notamment que un employeur, une entreprise, avant d'embaucher un salarié, eh ben, elle connaît absolument tout de ses compétences, de sa productivité, etc., etc. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, il existe deux types d'asymétrie d'information qui affectent l'employeur. Alors, première asymétrie d'information, c'est avant la signature du contrat de travail. C'est ce qu'on appelle la sélection adverse, c'est-à-dire que j'ai moins en tant qu'entrepreneur moins d'informations que l'employé sur la nature de de sa productivité. Je ne connais pas à l'avance sa productivité et j'ai le risque d'embaucher des travailleurs peu productifs. Deuxième type d'asymétrie d'information, c'est après la signature du contrat de travail. C'est ce qu'on appelle un aléa moral. Et ça signifie que l'individu peut renvoyer une image qui ne va pas correspondre à son comportement réel. C'est-à-dire que vous pouvez faire le meilleur entretien d'embauche du monde, où vous êtes hyper, hyper, hyper convaincant, et puis en fait, après, vous n'allez rien foutre parce que vous avez un CDI. Donc l'aléa morale, c'est que l'une des parties, donc les offreurs de travail, cachent leur comportement avant la signature du contrat et vont le révéler seulement après. Vous pouvez choisir de tirer au flanc après la signature de votre contrat de travail et donc par conséquent vous ne présenterez pas la productivité qui, aux yeux de l'entreprise, permet de justifier votre salaire. Alors,
Ça va poser un problème pour l'entreprise, ça, parce que dans les deux cas, je me retrouve avec une productivité du travail qui est inférieure à celle que j'attendais dans mon calcul pour pouvoir embaucher les personnes. Et donc, je risque soit de me retrouver avec des profits en baisse, soit carrément dans des grosses difficultés. Et donc, pour éviter de perdre en productivité, les entreprises, elles vont devoir trouver des solutions. Je vais vous proposer 5 solutions, donc 4 mauvaises, ou 4 médiocres, on va dire. Alors, la solution 1, c'est de proposer un salaire qui correspond à une productivité moyenne. Si on suppose qu'il y a des travailleurs productifs et des travailleurs peu productifs, je vais me proposer un salaire qui correspond à une productivité moyenne pour essayer d'attraper tout le monde. Mais le problème, c'est que si vous êtes un offreur de travail productif, vous êtes hyper motivé, vous avez des bonnes compétences et on vous propose un salaire très médiocre, vous n'allez pas vouloir vous travailler pour ce salaire. Et donc, sur le marché du travail, il va y avoir que des travailleurs peu ou très moyennement productifs, et ça va être peu motivant, et donc vous risquez également de tirer au flanc. Donc vraiment, le salaire moyen qui permettrait de motiver tout le monde, c'est très médiocre comme solution. Deuxième solution, c'est de contrôler le travail des salariés, de mettre en place, je sais pas, des intermédiaires qui vont être chargés de mesurer des indicateurs, etc., pour être sûr qu'ils sont productifs, et puis s'ils ne sont pas productifs, on les renvoie. Mais la difficulté, c'est que c'est peu efficace. En effet, si ça fonctionne contre certains comportements de tir au flanc, d'une part, c'est cher à mettre en œuvre, et puis c'est très peu motivant. Vous aurez peu d'initiatives, si vous êtes en permanence contrôlé, vous n'allez pas vouloir vous donner à fond pour l'entreprise. Donc là, encore une fois, une mauvaise solution. Euh, alors, troisième solution, peut-être meilleure déjà, c'est si on se dit que comment dire, la productivité du salarié, elle dépend en partie du salaire, eh ben, je vais mettre une part variable importante en fonction de sa performance. Et donc, comment dire, ça veut dire que si jamais vous êtes quelqu'un qui n'est pas productif à la base, et qu'on vous dit si tu n'es pas productif, tu ne seras pas payé, eh ben, vous allez chercher ailleurs. Et donc dans ce cas-là, l'entreprise, elle va lutter contre la symétrie d'information. Mais là encore une fois, c'est pas optimal, puisque si jamais vous avez une faible part fixe et une part variable importante, et ben vous allez tout mettre en œuvre pour augmenter votre part variable. Et il y a d'autres aspects du travail qui ne sont pas nécessairement mesurés, sur lesquels vous n'allez pas du tout vous concentrer. Et donc là, encore une fois, c'est une solution moyenne. Donc part fixe, part variable, bon ok. Dernière solution, pour lutter contre l'asymétrie d'information, on va se dire, comme je ne sais pas, je vais me concentrer sur le diplôme. Si le travailleur que je veux embaucher a un diplôme élevé, il sera productif. S'il n'en a pas, il ne sera pas productif. Vous voyez que bon, c'est un peu schématique et ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. Donc on a vu ces 4 solutions moyennes, maintenant on va voir la bonne solution. Et donc ça c'est une solution importante que vous allez devoir très bien connaître pour ce chapitre. Et ben, l'idée c'est de proposer à vos salariés un salaire d'efficience. Alors qu'est-ce que c'est qu'un salaire d'efficience? C'est une définition à connaître. Eh ben, c'est on va leur proposer, comme on a une asymétrie d'information, un salaire supérieur au taux de salaire réel d'équilibre, donc au salaire qui est sur le marché du travail, et ce salaire, il va être indépendant de leur performance à la base. Et la conséquence que ça va avoir, c'est que ça va améliorer leur performance, ça va augmenter leur productivité. Regardez, si jamais on imagine que le salaire sur le marché du travail, c'est de 1000 euros, et que vous proposez un travail payé 2000 euros, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur les personnes que vous allez embaucher? D'une part, si vous proposez un salaire plus élevé, vous allez attirer les meilleurs et les plus motivés, et au contraire, les moins productifs, ceux qui se disent de toute façon, bon, ça ne me concerne pas ce genre de salaire, et ben ils vont aller travailler ailleurs. Donc d'une part, vous allez éviter la sélection adverse. D'autre part, et c'est peut-être le plus intéressant, c'est que ça élimine totalement l'aléa moral. Parce que si vous proposez un salaire plus élevé qu'ailleurs, les salariés vont se dire il faut que je travaille bien, sinon si je me fais virer, je ne trouverai jamais aussi bien. Si jamais je me fais virer, eh ben, je suis sûr de retrouver à 1000 euros et non pas à 2000 euros. Et donc j'ai intérêt à donner le meilleur de moi-même pour trouver un aussi bon salaire. Et donc, par conséquent, ce salaire d'efficience, la qualité de ce salaire-là, c'est que c'est le niveau de salaire qui va déterminer la productivité. Et c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas la productivité du salarié qui va déterminer le niveau de salaire, comme dans la théorie néoclassique. Donc, plus le salaire va être élevé, plus la main-d'œuvre va être performante.
La conséquence de ce salaire d'efficience, c'est que d'une part, vous allez fidéliser vos salariés, vous allez avoir moins de turnover, c'est-à-dire que moins de personnes qui quittent votre entreprise, ils vont vouloir rester dans votre entreprise, et donc vous allez faire des économies en recrutement, en coûts de formation, en coûts de licenciement. Et puis, vous n'aurez pas à contrôler la performance de vos salariés, et donc vous allez là encore faire des économies. Et donc, par conséquent, ce salaire d'efficience hyper efficace pour lutter contre les asymétries d'information. Je vous donne juste un exemple qu'on a déjà abordé dans d'autres chapitres, et ben, c'est le $5 a day chez Ford en 1914. Alors, il faut savoir que bon, $5 par jour, ça peut paraître pas terrible aujourd'hui où le SMIC est à 10 € de l'heure, mais à l'époque, c'était un salaire qui était deux fois plus élevé ou trois fois plus élevé qu'ailleurs. Et en 1914, Henry Ford, qui est confronté au fait que ses salariés qui travaillent à la chaîne, qui traitent très souvent son entreprise, et ben, il décide de stabiliser sa main-d'œuvre, d'augmenter leur productivité à l'aide du salaire, en proposant un salaire d'efficience, c'est-à-dire en doublant leur salaire. Et donc, par conséquent, c'est une grosse révolution, ce salaire d'efficience. D'une part, parce que ça leur donne accès à la consommation de masse. Le but de Ford, c'était que ces salariés deviennent potentiellement des acheteurs. Et puis d'autre part, ça va augmenter leur productivité, limiter le turnover, etc., etc. Donc si vous devez utiliser un exemple de salaire d'efficience, pensez au $5 a day d'Henry Ford en 1914 dans ses usines Ford. Deuxième hypothèse de la CPP qu'il faut remettre en cause, eh ben, c'est l'homogénéité du facteur travail. Alors, on se souvient, qu'est-ce que ça veut dire l'homogénéité à la base? Eh ben, ça veut dire que tout offreur de travail, tout individu a les mêmes caractéristiques, il aurait la même productivité, les mêmes compétences, et donc le travail que vous offrez sur le marché du travail, votre voisin, il peut offrir exactement le même. Or, c'est pas du tout le cas parce que vous avez des spécialités, vous avez fait des études, vous avez une motivation particulière, etc. Et donc, l'offre de travail, on va voir qu'elle est hétérogène. Et puis d'autre part, le demandeur de travail, l'entreprise, toutes les entreprises proposent des emplois similaires, qui sont aussi pénibles les uns que les autres, qui présentent le même type de contrat, la même sécurité de l'emploi, la même protection, le même salaire, etc. etc. Et donc c'est cette hypothèse d'homogénéité qui fait que bah, la concurrence sur le marché du travail se fait à partir du salaire réel. Et on constate que bah, cette hypothèse d'homogénéité, elle est très restrictive et c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. En réalité, eh ben, d'une part, on peut considérer que l'offre de travail des individus elle est hétérogène. Pourquoi? On peut considérer que les individus présentent un capital humain différent. Deux individus ne vont pas avoir le même capital humain. Qu'est-ce que c'est que le capital humain? On l'a déjà vu dans le chapitre sur la croissance. C'est l'ensemble des connaissances, des expériences, des savoir-faire et des dispositions, comme la santé ou la motivation, qui vont rendre les personnes plus productives et qui vont être valorisées auprès d'un employeur. Et donc, quelqu'un qui aura un capital humain plus élevé que les autres aura un salaire plus élevé que les autres, tandis que si vous avez un capital humain plus faible, vous allez être moins productif et donc vous allez être moins payé. En partie, regardez, eh ben, on a le diplôme qui est une composante importante du capital humain. C'est grâce à vos études que vous allez en partie composer du capital humain. Et donc, plus votre niveau de diplôme est élevé, plus vous allez avoir un capital humain élevé, plus vous allez être productif et donc plus vous allez devoir être payé. Est-ce qu'on observe ça dans la réalité? Regardez le petit tableau que je vous ai mis à gauche, à droite, pardon. Il présente le salaire médian. Alors attention, salaire médian, c'est pas la moyenne, c'est celui qui sépare l'ensemble des diplômés en deux groupes égaux. Eh ben, on étudie ce salaire médian des diplômés de 2010, 3 ans après. Et dans l'ensemble, bah, si le marché du travail est unique, leur salaire, le salaire d'équilibre, ce serait 1 340 €. Mais en fait, on constate que le capital humain est différent. Les non-diplômés ou ceux diplômés d'un CAP ou d'un BEP vont être moins payés que ceux qui ont fait une licence ou un doctorat. Et donc vous voyez que plus vous allez faire d'études dans l'ensemble, et plus votre capital humain va être élevé, et plus votre salaire va être élevé à la sortie de vos études, et même après. Et donc, il y a un fort lien entre votre capital humain et les salaires. Donc, on se souvient, offre de travail hétérogène, donc ça remet en cause l'hypothèse d'homogénéité du travail. Mais il y a une deuxième raison, et cette deuxième raison, elle est très importante. C'est que on peut considérer que la demande de travail proposée par les entreprises est hétérogène et que le marché du travail est segmenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette segmentation du marché du travail? Ça veut dire que on peut considérer qu'il n'y a pas un marché du travail unique,
mais un marché du travail qui est composé de plusieurs segments. Et que sur chacun de ces segments, bah, les emplois ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques et les salaires ne vont pas s'établir de la même manière. Euh, les théoriciens de cette segmentation du marché du travail, c'est les économistes Doringer et Pior dans leur article Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Ils considèrent qu'il y a deux segments du marché du travail et qu'il y a peu de mobilité des travailleurs entre l'un et l'autre. Pourquoi est-ce qu'il y a deux marchés du travail? Eh ben, c'est pas parce qu'il y a des différences de capital humain, mais c'est parce que les entreprises ne gèrent pas leur main-d'œuvre tout à fait de la même manière, en fonction de leur taille notamment. En effet, les grandes entreprises, bah, si vous prenez par exemple les entreprises du CAC 40, eh ben, elles vont favoriser la promotion interne des salariés. Elles vont proposer des évolutions de carrière, des promotions, des augmentations de salaire selon l'ancienneté. Et puis, il va y avoir les syndicats qui vont négocier des procédures particulières, ce qu'on va voir un peu plus tard. Et donc, qu'est-ce qui va fixer les salaires? Est-ce que ça va être la concurrence entre les travailleurs? Non, ça va être d'autres facteurs, dont l'ancienneté. Donc on a ce qu'on va appeler un marché primaire, et puis on va avoir ce qu'on appelle un marché secondaire, qui va être composé d'entreprises de plus petite taille, comme les sous-traitants des grandes entreprises, les PME, etc. etc. Et ben, ces entreprises, elles ont un fort turnover, elles proposent surtout des emplois atypiques, de courte durée, avec peu de possibilités de promotion. Et donc, ce marché du travail qui concerne ces autres entreprises, eh ben, ça va être le marché néoclassique avec la concurrence entre travailleurs et puis la fixation du salaire avec l'offre et la demande de travail. Étudions un peu plus en détail ces deux segments du marché du travail. Donc, le marché du primaire, ça va être des emplois qualifiés, typiques, c'est-à-dire des CDI, et puis qui vont être généralement à temps complet. Les salaires vont se fixer en fonction de l'ancienneté, des conventions collectives, et puis ces salaires dans ces entreprises-là vont être généralement supérieurs aux salaires d'équilibre du marché. Vous avez possibilité de faire carrière dans ces entreprises, vous êtes protégé par des syndicats, vous avez des avantages sociaux. Et qui est principalement concerné par ce marché primaire? Ça va être surtout des hommes, plutôt ni trop jeunes ni trop vieux, c'est-à-dire 25-49 ans, plutôt blancs et plutôt diplômés. En revanche, le marché secondaire, bah, c'est celui qui est le marché néoclassique, si vous voulez. C'est des emplois qui ne sont pas qualifiés, qui sont précaires, comme des CDD, des intérims, stages, contrats aidés. C'est ce qu'on appelle les emplois atypiques, ou bien des emplois à temps partiel. Et donc, dans ce cas-là, si vous êtes sur ce marché-là, vous avez peu de chances d'accéder au marché primaire, vous êtes fortement exposé au chômage et vous êtes peu protégé. Et donc, qui est-ce qui est principalement, comment dire, présent sur ce marché secondaire? Ça va être les femmes, les jeunes, donc moins de 25 ans, et les vieux, plus de 50 ans, les immigrés, les peu diplômés. Et donc, on a à ce moment-là deux segments, non pas un marché du travail unique, mais deux segments avec, sur chacun de ces segments, des salaires qui ne se fixent pas de la même manière, et puis des emplois qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, vous voyez que ça explique un certain nombre d'inégalités. Pour bien comprendre ce truc-là, je voudrais regarder avec vous quelques petits documents. Je les ai tous tirés de sujets de bac. Alors, ce document-là, ça vous montre que les formes particulières d'emploi, qu'est-ce que c'est? C'est les intérims, CDD, stages, contrats aidés et apprentissage. Regardez. Et bien, on constate que ces formes particulières d'emploi ont tendance à augmenter entre 1982 et 2011. En 1982, vous voyez que vous aviez 5% de formes particulières d'emploi et 95% d'emplois typiques. En 2011, vous avez près de 13% de formes particulières d'emploi et donc plus que 87% d'emplois en CDI, temps plein, etc. etc. Enfin, il n'y a pas de temps plein. Mais... et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, eh ben, le segment secondaire du marché du travail prend de plus en plus d'importance. Et donc ça, c'est un réel problème qu'on rencontre aujourd'hui. C'est un réel problème parce que vous voyez que qui est-ce qui est particulièrement touché? Bah, c'est les femmes et c'est les jeunes. Regardez, les 15-24 ans, alors ceux qui travaillent, ça veut dire qui sont terminés leurs études et qui sont sur le marché du travail. Globalement, ils sont salariés, 97,5% d'entre eux sont salariés, mais seulement la moitié de ceux qui sont salariés ont un CDI. Et donc les jeunes, vous voyez qu'ils sont énormément d'être intérimaires, apprentis ou en CDD. Vous voyez que si on compare ces chiffres avec les 25-49 ans, ça n'a strictement rien à voir. Les 25-49 ans, ils sont bien présents sur le segment primaire. Deuxième truc, c'est si on regarde la situation des femmes, et ben on constate également qu'elles sont plus soumises à des CDD, à l'apprentissage ou à l'intérim que les hommes.
Entre les femmes et les hommes, je voudrais insister sur une deuxième inégalité, un deuxième truc qui nous dit que les femmes sont plutôt sur le segment secondaire. C'est que si on regarde la part des emplois à temps partiel, en fait, on constate que 30% des femmes sont à temps partiel, alors que seulement 7% des hommes sont à temps partiel. Autrement dit, les 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. C'est pas quelque chose qui s'explique autrement que par des inégalités entre hommes et femmes face à l'emploi. Voilà, donc pour cette première grosse partie, on a fait vraiment la grande partie de ce thème-là maintenant. Regardez, on nous demandait, en se limitant à une présentation graphique simple, en insistant sur les déterminants de l'offre et de la demande, on expliquera l'analyse néoclassique du fonctionnement du marché du travail. Pour rendre compte, c'est ce qu'on a fait en grand 1. Pour rendre compte de la spécificité de la relation salariale, on montrera l'intérêt de relâcher les hypothèses du modèle de base, en introduisant principalement les hypothèses d'hétérogénéité du facteur travail et d'asymétrie d'information. Euh, Quelques sujets de bac que vous pouvez avoir. Expliquer pourquoi en présence d'asymétrie d'information, le salaire peut être différent du salaire d'équilibre. Alors, d'une part, il faut définir salaire d'équilibre pour ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est? C'est le salaire qui est fixé par l'offre et la demande de travail sur le marché néoclassique. Et ben, pourquoi est-ce qu'en présence d'asymétrie d'information? Et ben, parce que les entreprises proposent un salaire d'efficience pour lutter et contre l'aléa moral et contre la sélection adverse. Deuxième, EC1, mais c'est exactement la même question quasiment. Comment expliquer l'existence d'un salaire d'efficience? Parce qu'il y a des asymétries d'information sur le marché du travail qui font que le salaire d'équilibre n'est pas suffisant pour lutter contre les asymétries d'information. Ensuite, montrer que la segmentation du marché du travail remet en cause le fonctionnement de ce marché. Il n'y a pas un seul segment, mais il y a plusieurs segments. Et puis sur le segment primaire, les salaires ils ne sont pas fixés de la même manière que selon l'analyse néoclassique du marché du travail. Enfin, vous présenterez les effets des asymétries d'information et de la segmentation du marché du travail sur le fonctionnement de ce marché. Alors, je tiens à vous le développer un petit peu, celui-là. Regardez. Vous avez trois documents. Un truc qui vous dit les salaires médians. Attention, ce n'est pas les salaires moyens. C'est les salaires médians, c'est-à-dire ceux où il y a 50% qui sont payés plus et 50% qui sont payés moins. En fonction d'une part du sexe, d'autre part de l'âge et des études. Vous voyez bien que ce document-là qui nous montre des inégalités de salaire en fonction de ces critères-là, c'est un document qui nous incite à parler de segmentation du marché du travail. Deuxième document, alors là vous avez de la chance, hein, vraiment c'est des documents qui vous présentent d'une part qu'est-ce que c'est que la symétrie d'information, ça vous définit quasiment tout. Le seul truc qui manque c'est là. Vous voyez qu'il y a trois petits points. Qu'est-ce que ça veut dire? On offre des salaires supérieurs aux salaires qui équilibrent l'offre et la demande. Donc là, ils ne voulaient pas vous mettre salaire d'efficience, à vous de le trouver. Donc, attention aux petits points, ça veut dire qu'ils ont coupé un truc. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont coupé? Pour ne pas vous donner toutes les clés. Et puis enfin, un texte qui vous présente la différence entre segment primaire et segment secondaire. Donc voilà, assez facile. Alors, mais en revanche, le sujet, regardez, euh, les effets sur le fonctionnement du marché du travail, des asymétries et de la segmentation du marché du travail. Alors, si on présente les effets, eh bien, il faut déjà présenter le fonctionnement du marché du travail. Regardez, je vous propose que d'une part, si les hypothèses de la concurrence pure et parfaite sont respectées, le salaire réel est fixé par la rencontre entre l'offre de travail et la demande de travail. Il faut partir de ce point de départ-là pour que le reste ait du sens. C'est plus simple. Ensuite, deuxième partie, si on a des asymétries d'information, eh ben, la productivité marginale du travail peut être inférieure à celle que les entreprises envisagent. Grand C, et donc par conséquent, il faut proposer un salaire d'efficience. Grand D, le travail n'est pas un facteur homogène, c'est le capital humain, ce qui explique des inégalités de salaire. Et enfin, le marché du travail est segmenté, et donc sur le marché segment primaire, le salaire n'est pas fixé par la rencontre entre l'offre et la demande de travail. Voilà pour cette deuxième grande partie. Voilà. La dernière, elle va être un peu plus rapide. Le rôle des négociations salariales et de l'État dans la fixation des salaires, eh ben, c'est ce qu'on appelle la gestion de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réglementations, comme le droit du travail ou les conventions collectives, qui encadrent la relation salariale entre l'offre et la demande. Et donc, l'employeur et l'employé. Et donc, par conséquent, il faut élargir un peu et ne pas seulement se concentrer sur le marché néoclassique le fonctionnement néoclassique du marché du travail, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a un droit du travail qui a été construit historiquement et qui agit sur la fixation des salaires.
Faut savoir que ce droit du travail, à la base, il n'existait pas. En effet, le travail salarié, c'est plutôt quelque chose de récent historiquement. C'est-à-dire que ça apparaît avec la révolution industrielle, notamment avec l'industrialisation, euh, et à la base, c'était quelque chose qui n'était pas du tout encadré et qui était plutôt asymétrique. Bon, si vous travaillez dans une usine au 19e siècle, c'était une situation un peu pourrie. Pas de syndicat, pas de grève, pas de protection sociale en cas d'accident du travail, de maladie ou de retraite. Pas d'âge légal minimum pour travailler, même si vous aviez moins de 8 ans, vous étiez déjà au travail. Pas de salaire minimum, c'est le minimum vital en fonction du prix du blé, de votre âge et de votre sexe, ce qui veut dire que si vous aviez 8 ans ou moins, vous étiez payé 4 fois moins que si vous étiez adulte. Pas de congés payés, bien sûr, pas de week-end évidemment, et puis pas de durée légale du travail, c'est-à-dire des journées de 12 heures ou plus. Et vous imaginez juste que c'est que de travailler au 19e siècle dans une mine, c'est quelque chose d'horrible. Et donc, comment dire, c'était, voilà, là vous avez un fonctionnement un peu libre hein, du marché du travail, et puis on constate que ce fonctionnement libre du marché du travail, eh ben, il y a un rapport de force qui est inégal entre le patron et l'employé. L'employé, il est totalement démuni face aux exigences du patron. Et donc, progressivement, on a un droit de travail qui se met en place. Je vous ai mis quelques dates importantes. Progressivement, vous voyez qu'à partir de 1841, eh ben, on va limiter, on va dire, interdiction aux enfants de 8 ans, de moins de 8 ans de travailler. Et puis, au fur et à mesure qu'on met en place la scolarité obligatoire, eh ben, la durée des études obligatoires va augmenter et donc l'âge d'entrée sur le marché du travail va diminuer. Aujourd'hui, c'est 16 ans. D'autre part, la durée du travail va diminuer. En 1904, c'est pas plus de 10 heures par jour. En 1919, pas plus de 8 heures par jour. Puis pas plus de 40 heures par semaine. Et puis progressivement, on va avoir des congés payés qui vont être mis en place à partir de 1936 et qui vont atteindre 5 semaines à partir de 1982. Puis ensuite, on va avoir une protection sociale qui va être mise en place progressivement. D'abord sur les accidents du travail, puis sur la sécurité sociale, puis un salaire minimum, puis des allocations chômage, puis le SMIC. Ensuite, il va y avoir un certain nombre de droits des salariés, droits de grève, syndicats, conventions collectives et de délégués du personnel. On va approfondir tout ça. Je pourrais juste faire un lien avec le chapitre sur les conflits sociaux. Je vous surligne, je vous ai mis en vert 1919 et en rouge 1936. 1919, c'est un gros conflit social. Je crois que c'était 2 millions de personnes qui étaient impliquées. Ça partait de la métallurgie et puis à Paris, et puis ça s'est un peu étendu. Suite pour une augmentation des salaires, mais en même temps pour une amélioration des conditions de travail. Vous voyez que pour mettre fin au conflit, il y a une négociation qui a abouti à une nouvelle législation, c'est-à-dire pas plus de 8 heures de travail par jour, et puis on autorise les conventions collectives. Et puis en 1936, c'est ce qu'on appelle le Front populaire, là encore un gros conflit social. Et bien là, vous avez tout un tas de trucs qui sont mis en place, dont les congés payés, dont la semaine de 40 heures, pas de travail avant 14 ans, et puis autorisation des délégués du personnel qui représentent les salariés au sein d'une entreprise. Et tout ça, à la suite de toutes ces transformations, alors ça c'est des dates que je vous conseille de connaître quelques-unes, hein, c'est des dates vraiment importantes, et ben on arrive à au fait qu'aujourd'hui le contrat de travail, et ben c'est pas seulement une négociation entre l'offre et la demande de travail, mais c'est encadré par ce qu'on appelle une hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'à la base, n'importe quel contrat de travail doit respecter et la convention collective de la branche et le droit du travail. Le droit du travail, ça s'applique à l'ensemble des employeurs et à l'ensemble des salariés. C'est plus important et donc toutes les conventions collectives, c'est-à-dire c'est des accords qui sont signés entre les syndicats et le patronat au niveau d'une branche, d'une entreprise ou au niveau interprofessionnel. On va étudier ça en détail. Et ces conventions collectives, elles doivent être respectées par tous les contrats de travail qui s'appliquent à un employeur et à un salarié. Et donc, vous voyez que ce salaire qui va être fixé dans le contrat de travail, il va devoir également respecter la convention collective et également respecter le droit du travail. Et donc, tout ça pour vous dire que l'État, il va avoir un rôle dans la fixation des salaires. Regardez. D'une part, historiquement, on a vu qu'il avait mis en place un salaire minimum. Alors ça s'appelait le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti en 1950, et SMIC à partir de 1970. Alors c'est quasiment la même chose, c'est juste une indexation à l'inflation qui n'est pas tout à fait la même. Alors, juste salaire, donc ça concerne le salaire, minimum on ne peut pas descendre en dessous, c'est un salaire plancher. Interprofessionnel qui est valable pour toutes les professions et de croissance, ça veut dire que ça ne va pas à l'encontre de la croissance.
Euh, Aujourd'hui, le SMIC, si vous êtes une entreprise, vous n'avez pas le droit de payer votre salarié moins de 9,67 euros brut de l'heure, soit 1466 euros brut par mois, soit 1150 euros net par mois. Et donc ça, c'est le SMIC en France aujourd'hui. On se souvient, le SMIC c'est très très combattu par les économistes libéraux parce que on se souvient que le SMIC est supérieur généralement au salaire réel d'équilibre et donc ça provoque du chômage. On reviendra là-dessus dans le prochain chapitre. Et puis, d'autre part, l'État a mis en place également des cotisations sociales qui permettent de financer la protection sociale. Alors, on se souvient qu'en 1945, pour protéger les individus contre des risques sociaux comme la vieillesse, la maladie, comment dire, la famille, etc., etc., eh ben, on met en place une sécurité sociale. Et elle est financée à la fois par l'employeur et à la fois par l'employé, c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales. C'est des prélèvements sur le salaire qui permettent de financer la sécurité sociale. C'est ce que le MEDEF appelle généralement les charges sociales, et il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que les charges sociales sont trop élevées et que ça décourage l'embauche, notamment des travailleurs non qualifiés. Euh, voilà, donc les cotisations sociales, c'est également une intervention sur la fixation des salaires qui est mise en place par l'État. Mais on a également des négociations entre les partenaires sociaux qui agissent sur la fixation des salaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les partenaires sociaux? Bah, c'est les représentants des salariés, c'est-à-dire les syndicats, et des employeurs qui sont autorisés, habilités par l'État à participer à des négociations collectives. Et ces négociations collectives, elles peuvent se dérouler soit au niveau international, soit au niveau interprofessionnel, soit d'une branche, ou bien d'une entreprise. Et donc une branche, je vous rappelle, c'est toutes les entreprises d'un même secteur d'activité, par exemple la banque ou la métallurgie, etc. Ça, c'est des branches. Et donc ces négociations aboutissent à des conventions collectives. Qu'est-ce que c'est? C'est des accords qui ont été signés par les syndicats et les patronats d'une branche particulière et qui vont déterminer comment est-ce qu'on embauche, qui, comment est-ce qu'on licencie, c'est quoi les conditions de travail de base dans le secteur. Et donc, généralement, ces conventions collectives, elles sont, comment dire, plus protectrices que n'est le droit du travail. C'est-à-dire que elles vont proposer de meilleures conditions de travail dans la branche que ce que le droit du travail prévoit à la base. Et notamment, les conventions collectives, elles établissent des grilles de salaire. Des grilles de salaire, c'est-à-dire on va croiser entre les différentes qualifications attestées par des diplômes avec l'ancienneté dans l'emploi. Si vous êtes Bac plus 5 et que vous êtes dans l'emploi depuis 10 ans, eh ben, vous allez toucher entre temps et temps. Et donc, ça encadre la progression des salaires. Et donc, vous voyez que ces conventions collectives, c'est quelque chose qui se fait totalement indépendant de la rencontre entre l'offre et la demande de travail. C'est quelque chose qui vise à proposer dans une branche particulière un certain cadre, un certain bon fonctionnement des relations entre patron et salarié. Et donc, regardez, ces accords de branche, là, je vous ai mis, qu'est-ce qui peuvent concerner surtout les salaires, mais également la formation, les primes, les égalités hommes-femmes, etc., etc. Et donc, vous voyez que ça permet de fixer tout un tas de fonctionnements qui vont jusqu'aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Au final, regardez, ce contrat de travail, il dépend donc non seulement de la négociation entre l'employeur et le salarié, qui provient de leur rencontre entre l'offre et la demande de travail, mais également du droit du travail et donc de l'intervention de l'État et des conventions collectives. Au final, regardez, quels peuvent être les sujets qu'on peut avoir par rapport à cette partie-là. D'abord, allez, on va dire quelques sujets qui sont quasiment toujours les mêmes, c'est toujours la même logique dans ce chapitre-là. Euh, Montrer que les salaires ne sont pas seulement fixés par la rencontre entre l'offre et la demande du travail. Donc, on présente le fonctionnement du travail néoclassique et puis on dit ensuite asymétrie d'information, segmentation du marché du travail, intervention de l'État et partenaires sociaux. Comment les partenaires sociaux contribuent-ils à la fixation des salaires? À travers des conventions collectives qui fixent des grilles de salaire. Montrer que la fixation des salaires peut dépendre de l'intervention de l'État. Oui, il fixe un salaire minimum et puis il définit des cotisations sociales, salariales et patronales. Montrer que le salaire ne dépend pas seulement du marché du travail. Ben non, il dépend à la fois des partenaires sociaux et de l'État.
Enfin, un sujet un peu global, comment les salaires sont-ils déterminés? Bah, par la rencontre entre l'offre et la demande de travail, dont il faut élargir les hypothèses en grand 2, et grand 3, bah, par les partenaires sociaux et par l'État. Regardez un petit schéma récapitulatif du chapitre. On s'intéressait au chapitre, on a vu que à la base, on a la loi de l'offre et de la demande, et puis on va avoir le code du travail et les SMIC qui vont agir, les conventions collectives qui vont définir des grilles salariales de branche. On peut avoir des trucs comme le salaire d'efficience, comme les segments du marché du travail. Et donc, nous avons fait le tour de ce chapitre. N'hésitez pas à poser des questions, voilà, s'il y avait des points que vous voulez que j'éclaircisse encore. Bon courage pour vos révisions.